Le pêcheur sous-marin qui évolue sous la surface de l'eau est soumis à des variations de pression. Disons dès maintenant que la pression augmente lorsqu'il se dirige vers le fond et la pression diminue lorsqu'il reprend la direction de la surface. Dans cette courte introduction, cela fait déjà 3 fois que le mot pression est utilisé. Alors posons la question, qu'est-ce que la pression ? La pression peut être définie comme une force qui agit sur une surface donnée. Une force agissante sur une surface donnée. À titre d'illustration, positionnons nos mains pour que celles-ci puissent y recevoir une charge, un livre par exemple. Ce livre pèse un certain poids et ce poids agit, c'est la force, sur la surface des phalanges qui le portent. Ajoutons un deuxième livre, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, etc. On comprend bien qu'au bout d'un certain temps, la masse constituée par cette impressionnante pile de livres exerce une force qui est allée en s'accroissant. Cela sur une surface de phalange qui, elle, n'a pas varié. Maintenant que nous avons défini ce qu'était la pression, une force qui agit sur une surface donnée, quittons cet exemple un tant soit peu livresque pour en venir à la pression que va subir le pêcheur sous-marin en évolution dans l'élément liquide. Le pêcheur sous-marin va subir 2 sortes de pression, lesquelles vont se cumuler. La pression atmosphérique tout d'abord. Nous verrons dans un instant ce qu'elle est et combien elle pèse, si on peut utiliser cette terminologie. Et la pression hydrostatique, nous verrons également ce qu'elle est et combien elle pèse également. Disons dès maintenant que l'addition de ces 2 sortes de pression s'appelle la pression ambiante ou la pression absolue. C'est donc cette pression ambiante qui agira sur l'organisme du pêcheur sous-marin en évolution et plus largement sur toute personne pratiquant une activité subaquatique. Alors commençons par définir ce qu'est la pression atmosphérique. La pression atmosphérique correspond à la pression générée par une colonne d'air en un point donné. Mais comment une colonne d'air peut-elle générer une pression ? C'est mou, l'air. Eh bien, même si l'air ne pèse pas lourd, il a malgré tout une masse. C'est pour ce motif que l'on peut gonfler les roues d'une voiture ou d'un camion sans que l'un ou l'autre ne roule à plat. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, commençons par dessiner schématiquement le globe terrestre. Dessinons ensuite le haut de l'atmosphère entourant le globe terrestre. Alors, la hauteur de l'atmosphère se situe à environ une dizaine de kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Dessinons maintenant un carré d'1 centimètre de côté situé à la surface de l'eau, sur lequel pèse une colonne d'air. Cette colonne d'air est d'une surface équivalente, évidemment, 1 centimètre carré, mais elle est d'une hauteur de 10 km, la hauteur de l'atmosphère. Cette colonne d'air exerce ainsi une pression proche du kilogramme sur le centimètre carré en question. Alors, en langage météorologique, l'unité de mesure de la pression atmosphérique n'est pas le kilo, mais l'hectopascal.
Et en langage sous-marin, l'unité de mesure utilisée pour définir cette même réalité de mesure de la pression ne s'appelle ni le kilo ni l'hectopascal, mais le bar. La pression atmosphérique que subit le pêcheur sous-marin est donc sensiblement égale à 1 bar. Venons-en maintenant à la pression hydrostatique. Dans les principes, cela ressemble à la pression atmosphérique, sauf que la masse qui pèse, ce n'est plus de l'air, mais c'est de l'eau. Le mot hydrostatique est d'ailleurs composé de l'assemblage du mot hydro, qui veut dire eau, et de statique, qui veut dire équilibre des liquides. La pression hydrostatique correspond donc à la pression qui règne au sein d'un liquide en équilibre et qui est due à son propre poids. Dessinons maintenant la surface de l'eau et schématisons ensuite une colonne d'eau représentée par des cubes d'eau empilés les uns au-dessus des autres. On comprend bien que le cube d'eau le plus proche de la surface pèse lui-même son poids, évidemment, mais pèse également sur toute la colonne d'eau située sous lui. Plus la profondeur va aller en s'accroissant, et plus la masse d'eau agissant sur ce qui se trouve en dessous va augmenter. Ainsi, lorsque le pêcheur sous-marin progresse vers les profondeurs, il subit une pression en continuelle augmentation tout le temps qu'il poursuit sa progression vers les profondeurs. Mais alors que pour la pression atmosphérique, il faut une colonne d'air de 10 km d'altitude pour atteindre une pression de 1 bar, concernant la pression hydrostatique, il suffit de descendre à seulement 10 mètres de profondeur pour subir une pression hydrostatique égale à 1 bar. Que voulez-vous? L'eau, c'est plus lourd que l'air. Et il y a d'ailleurs une constante à ce niveau-là, la pression hydrostatique augmente de 1 bar tous les 10 mètres de profondeur. Alors maintenant, revenons à la pression ambiante. Donc on comprend bien que la pression ambiante ou la pression absolue, c'est l'addition de la pression atmosphérique, d'une part, et d'autre part, de la pression hydrostatique. À titre d'illustration, 2 petits exemples. Donc, posons la question, quelle est la pression ambiante ou absolue supportée par un pêcheur sous-marin évoluant à moins 10 mètres de la surface? Eh bien, à moins 10 mètres, le pêcheur sous-marin subit tout d'abord une pression atmosphérique de 1 bar, plus une pression hydrostatique de 1 bar, soit une pression ambiante ou absolue égale à 2 bars. Alors cela a une profondeur de moins 10 mètres. Même question pour un pêcheur sous-marin évoluant cette fois-ci à moins 20 mètres de la surface. Donc à moins 20 mètres, celui-ci subit toujours la pression atmosphérique de 1 bar, à laquelle s'ajoute la pression hydrostatique, dont nous avons bien compris qu'elle est de 1 bar par tranche de 10 mètres, si bien qu'à moins 20 mètres, il y a 2 bars de pression hydrostatique, soit une pression ambiante ou absolue, égale à 3 bars à la profondeur de moins 20 mètres. Alors les questions maintenant qui viennent à l'esprit sont les suivantes. Est-ce que la pression a des conséquences sur l'organisme du pêcheur sous-marin? La réponse à cette question fera l'objet d'une vidéo spécifique dans laquelle nous découvrirons la loi de Boyle-Mariotte. Autre question, c'est est-ce que les conséquences de la pression peuvent provoquer des barotraumatismes sur le pêcheur sous-marin? Et dans l'affirmative,
quels sont ces barotraumatismes et comment s'en prémunir, tout en pratiquant notre sport préféré. Là aussi, la réponse à ces questions fera l'objet de plusieurs vidéos. Merci de ton attention et à très bientôt sur cette chaîne YouTube.